Bonjour, nous sommes bien dans le module santé publique et je suis chargé aujourd'hui de vous expliquer quelles sont les principales caractéristiques de la santé dans le monde. Je me présente, je suis le docteur Jean-François Donard, je suis consultant en santé publique internationale, c'est-à-dire que j'interviens pour aider les pays ou les organisations internationales dans leur gestion des systèmes de santé dans le monde, soit directement pour la gestion directe, soit pour évaluer les dons ou les contributions des organisations internationales. Voilà, nous avons 4 éléments à étudier. Donc l'organisation des systèmes de santé dans les pays à faible revenu, ensuite le financement et la gestion de ces systèmes de santé, ensuite 2 éléments particuliers, mais qui sont des politiques, la politique de soins de santé primaire, et enfin une initiative originale qui s'appelle la santé communautaire. Alors, nous commençons par l'organisation des systèmes de santé dans les pays à faible revenu. On les définit de la manière suivante. C'est un ensemble de toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, de restaurer ou d'entretenir la santé. C'est une définition de l'OMS. Dans les pays à faible revenu, on constate d'abord l'importance des maladies infectieuses transmissibles, et notamment des maladies qu'on dit vaccinables, c'est-à-dire celles pour lesquelles il existe un vaccin qu'il suffit d'injecter ou de faire avaler à l'ensemble de la population, dans le genre rougeole, tuberculose, méningite infectieuse, tétanos, j'aurais pu dire polio aussi. Ça, c'est la première chose, les maladies infectieuses. Et la deuxième sont les très graves conséquences de la mortalité maternelle à la naissance et de la mortalité des nouveau-nés. Ce qu'on voit dans le graphique suivant, c'est l'importance de la mortalité infantile. Vous voyez qu'ici, 70% des mortalités de l'enfant surviennent avant sa 5e année. Et ensuite, le reste est, par groupe de 5 ans, des chiffres moins importants. La majorité des morts d'enfants dans le monde provient de pays à faible revenu, qui constituent aussi la majorité de la population mondiale. Près de 99% des décès maternels surviennent dans les pays en développement, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne, où le taux est de 525 décès pour 100 000 naissances vivantes et de 27 décès néonataux, c'est-à-dire dans cette période des 28 premiers jours, pour 1000 naissances vivantes. Quelles en sont les causes? Le non-accès à l'eau potable, la malnutrition, la faible éducation des parents, une croissance démographique non maîtrisée, ce qui veut dire beaucoup d'enfants pour une même femme, et des conditions climatiques hostiles. Mais en même temps que ces causes, on va dire anciennes, existent, il existe de nouvelles causes qui ont pour effet la transition épidémiologique. Alors, les nouvelles causes, c'est l'urbanisation. Je vous rappelle que, par exemple, la plus grande ville francophone du monde est Kinshasa, qui fait 22 millions d'habitants. Le développement de réseaux routiers, on va voir qu'ils sont plus ou moins bons. Les nouveaux modes de vie et le vieillissement de la population. Et les conséquences sont justement cette transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on voit arriver des maladies qui n'étaient pas connues auparavant, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. On voit de nombreux accidents de la route qui sont à la fois dus au mauvais état des réseaux routiers et au très mauvais état des voitures et des camions et des bus. Enfin, épidémie de VIH-Sida qui est l'effet à la fois du relâchement des mœurs, mais en même temps de la promiscuité. On a un exemple de mauvaise hygiène de l'eau, avec ce jeune enfant qui boit dans un marigot, dans un espèce de lac. Ça s'appelle la mare d'Oursi, et c'est au nord du Burkina Faso, l'extrême nord du Burkina Faso, la frontière du Mali, dans l'actuelle zone dite des 3 frontières, où il y a beaucoup de... D'ailleurs, il y a eu un massacre il y a 15 jours à Oursi. L'organisation, quelles sont les bases politiques de l'organisation des systèmes de santé?
L'option originale, c'est la couverture universelle par les soins de santé de base, c'est-à-dire les pays se disent que la meilleure façon de couvrir les besoins de santé, ce sont les soins de santé base. Ce n'est pas les grands CHU, c'est les soins de santé base. L'axe de développement, ce sont les soins de santé primaire, on va y revenir plus tard. Et l'axe d'organisation, c'est le district sanitaire. Alors, le district sanitaire consiste pas toujours à un district économique ou politique, mais quelquefois, enfin la plupart du temps c'est comme ça. Donc on prend une unité géographique qu'on appelle le district, on y implante plusieurs centres de santé et un hôpital de référence. Il s'appelle hôpital de référence parce que c'est l'endroit où on va référer les patients depuis les centres de santé. Il existe une animation, une supervision et une formation des deux échelons qui est faite par l'équipe cadre de district. D'accord? Vous avez ici les différents temps de définition. Vous voyez que les soins de santé primaire ont été définis en 1978 dans une conférence à Alma-Ata. Ensuite, l'initiative de Bamako a consisté en monter la tarification des soins et en même temps la participation communautaire dans la gestion de ces ressources, tarification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du centre de santé, on fait payer un minimum et la communauté, l'ensemble des gens qui habitent le coin, va essayer de gérer les revenus générés par cette tarification. Enfin, le modèle du district sanitaire qu'on a vu là a été introduit aussi en 87 à une conférence dite de Harare. Voilà, là vous avez un petit groupe de gens, 4 femmes, 2 enfants, un monsieur, 2 messieurs peut-être, que j'ai photographié en début de journée, tout à fait au début de journée, vers 6h30, 7h du matin. Ils se rendent au marché local où ils vont, vont vendre. Vous voyez que les seules qui portent, c'est les femmes. Ici, vous avez une petite fille, où elles vont vendre des denrées qu'elles ont récoltées. Et en même temps, au lieu où il y a ce marché, c'est d'ailleurs chef de district, il y a l'hôpital de référence. Donc, si quelqu'un est malade, il se présenter à l'hôpital de référence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour réaliser bien cette politique du district sanitaire? Il nous faut d'abord un réseau de santé de base. C'est pas toujours le cas dans les pays en développement. Il existe de vastes déserts de services de santé de base, comme on dit déserts médicaux en France. Et bien là, c'est les services de santé de base qui manquent. Compliqué par quoi? Par la croissance démographique. C'est-à-dire que plus vous avez là où il y a des centres de santé, vous avez, du fait de la croissance démographique, je pense par exemple au Niger, qui était un pays à grande croissance démographique, et ben, là où on a mis des services de santé de base, et ben, ils sont un peu débordés parce que il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, etc. Donc ça, c'était la mise en place effective des réseaux de santé de base. Médicaments. Alors, il existe dans tous ces pays un gros trafic de faux médicaments dont on ne connaît pas les produits, dont on ne connaît pas les dosages, et c'est vraiment une plaie. En ce qui concerne les médicaments véritables, la disponibilité de ces médicaments est assez faible parce que la recherche sur les maladies tropicales est très rare par les grandes compagnies fournisseurs pharmaceutiques. L'accessibilité, la disponibilité, ça veut dire j'ai des médicaments pour traiter les maladies. Hein. L'accessibilité, ça veut dire je peux accéder ou je peux acheter ces médicaments. Elle est faible parce que la première cause, c'est que souvent l'importation dans le pays est sous monopole d'État et qu'on commande quand on a argent dans les caisses de l'État, ce qui n'est pas souvent. Nombreuses résistances qui sont liées à une mauvaise utilisation, par exemple sur le paludisme, par exemple résistance aux antibiotiques, mais c'est aussi dû aux faux médicaments. Personnel de santé, ne sont pas très nombreux, peu de personnel formé, mauvaise distribution géographique, ça veut dire que très souvent
les infirmiers, notamment les sages-femmes, c'est très connu pour les sages-femmes, restent à la capitale, là où elles ont fait des études, et ne vont pas en périphérie, là où on aurait besoin d'elles. Émigration importante, je vous rappelle que par exemple, il y a plus de médecins sénégalais en France que de médecins qu'au Sénégal lui-même. Donc, conclusion sur le système de santé, il y a peu d'accès aux soins, il y a une inégalité face à la maladie, si vous habitez la capitale ou si vous habitez les grandes villes, et si vous habitez en zone rurale, c'est pas pareil. Bon, c'est un petit peu la même chose en France, on va dire, gentiment. Une qualité médiocre des soins et des services. Vous ne pouvez pas vous attendre à des soins toujours de bonne qualité quand vous vous adressez aux services de santé. Alors, deuxième défi, celui du financement et de la gestion des systèmes de santé. Bon, ici, une photo d'une chanteuse de rue à Kinshasa. À Kinshasa, il existe une monnaie nationale qui s'appelle le franc congolais, mais il est tellement dévalué que quand vous voulez acheter, par exemple, une machine à laver, eh ben, vous êtes obligé de payer dans une monnaie qui est plus importante, qui est le dollar américain. Donc voilà, il y a un monsieur qui vient ici avec un sac changer de l'argent pour acheter quelque chose en dollars, et vous avez une chanteuse de rue ici qui a un sac dans lequel elle a des dollars et elle a des francs congolais. Alors, comment sont financés les soins et les services de santé qui correspondent à des prestations qui sont rendues à la population? Elles sont financées par l'État, par la population et par une aide extérieure dans les pays en développement. Exemple de RD Congo, Kinshasa, en 2000, avec le gouvernement représente un petit 30%, que la population représente, non, c'est même pas 30%, ça doit être 20%, là c'est 15%, et que toute l'aide extérieure vient autour de 60-70%. Une famille en RD Congo, justement, mais en campagne, hein, avec une ou deux grands-mères, une ou deux femmes, un monsieur et beaucoup d'enfants. Ils habitent tous dans cette case ici en torchis. Alors, c'est une chose importante qu'il faut que vous compreniez. Les dépenses de santé au niveau d'une personne ou d'une famille ont une caractéristique économique. Elles sont accidentelles et disproportionnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles surviennent comme un accident de voiture. Hein, elles surviennent alors qu'on s'y attend pas et elles ont un caractère accidentel. Disproportionné, ça veut dire disproportionné par rapport aux revenus de la famille. Alors, le reste à charge est la somme que doit payer la personne ou la famille pour avoir accès aux soins, qu'il y ait ou non intervention de l'État ou d'un système de financement. Donc, ce qui va me rester à charge, ce qu'on appelle un peu le ticket modérateur en français, en France, mais dans le monde international, on appelle ça le reste à charge. Okay, la notion de dépense catastrophique dit que la capacité de contribution des personnes ou des ménages aux coûts engendrés par les besoins immédiats de santé est faible, la capacité de contribution est faible vis-à-vis de la somme à débourser. C'est-à-dire que devant une maladie, la dépense que doivent engager les familles est bien supérieure aux revenus de la famille. Je dis, imaginez le coût de traitement d'un cancer. Alors, je vais raconter une petite histoire. Il y a une jeune femme médecin que j'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années, jeune femme médecin qui travaillait pour la Croix-Rouge kenyane. La Croix-Rouge kenyane est une grande organisation, très noble, qui est très utile, notamment quand il y a des inondations, ou des périodes de sécheresse, ou des périodes d'épidémie au Kenya. Et notamment, elle a eu une très grande activité concernant le sida, pardon. Je vous rappelle que le sida, il n'y a pas si longtemps, touchait une personne sur 5 au Kenya. Voilà, cette jeune femme, on va l'appeler Sheila, cette jeune femme est maintenant présidente, ou plutôt secrétaire générale de la Croix-Rouge kenyane, donc c'est un grand poste. Croix-Rouge kenyane, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont salariées de la Croix-Rouge, plus tous les volontaires.
Elle n'était pas secrétaire générale, elle était l'adjointe au secrétaire général quand elle est allée un jour à Genève, et puis pour assister à une conférence qui réunit régulièrement tous les membres des Croix-Rouges du monde entier. Genève étant le siège de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge. Voilà, donc elle est à Genève, et elle va voir une amie organisatrice en lui disant « Je me sens pas très bien, je suis un peu malade. » L'amie lui dit « Bon, écoute, on va te faire voir un médecin. On connaît plein de médecins à la Croix-Rouge à Genève. » Et donc elle va voir un médecin, et après plusieurs examens radio, etc., le médecin lui dit « Madame, vous avez un cancer, qui est un cancer des lymphes, qui s'appelle une maladie de Hodgkin. » Mais la maladie de Hodgkin, on ne savait pas la soigner il y a une trentaine d'années. Maintenant, on sait très bien la soigner. Je crois qu'on a un taux de mortalité qui doit être autour de 5%. Donc, on sait très bien la soigner, on peut vous soigner, pas de problème. Ah oui, mais il y a un problème, c'est combien ça coûte? Oh, oui, presque rien, enfin, quoi, 30, 40 000 euros. 40 000 euros. Ah. Et Sheila, elle gagne 500 euros par mois. Son mari, il n'y a plus de mari, d'ailleurs, il est mort. Et ben avec 500 euros par mois, puis payer 40 000 euros, ça devient difficile. Alors, elle a fait comme on fait en général au Kenya. On fait un appel au peuple, on met une petite annonce dans le journal local, et on dit, ben voilà, j'ai un cancer, il faut que je traite, les gens qui me connaissent ou qui m'aiment bien, est-ce que vous pouvez contribuer? Bon, dans son cas, comme elle était très connue dans le milieu des Croix-Rouges, les Croix-Rouges du Nord, notamment les Croix-Rouges scandinaves, mais la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge britannique, ont pris en charge le coût de son traitement. Donc ça s'est bien passé, elle est toujours vivante 15 ans après, elle est guérie, et elle est secrétaire générale de la Croix-Rouge kenyane. Voilà, donc c'est pour vous dire, le coût du traitement dépasse mes capacités de contribution. Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens qui n'ont pas la chance de chez là? Eh ben, soit ils renoncent aux soins, ils ne se font pas soigner, ils meurent, soit ils s'endettent, et ça fait plonger la famille dans la grande, grande pauvreté. Pour vous mieux visualiser la contribution des ménages, on a classé les pays en trois, donc des pays riches, des pays moyens et des pays pauvres. Alors, je m'excuse, mais là, ici, c'est à l'envers. Enfin, il faudrait prendre le gouvernement en bas, etc. Donc, vous voyez, dans les pays riches, le gouvernement contribue à peu près pour 15% des dépenses de santé. Dans les pays moyens, c'est 10%, dans les pays faibles, c'est 5%. Mais la caractéristique des pays riches, c'est ça. Toute la partie qu'on appelle sécu, vous allez voir tout à l'heure, et ensuite mutualité. Donc ça veut dire que entre le 15 et 90, et puis les 15, pardon, c'est pas 90, c'est 50, et les 15 plus hauts, vous voyez que grosso modo, on est à peu près à 30, 80, 90%. Et la participation des ménages est de autour de 18%. Dans les pays moins riches, l'État participe moins, la Sécu, les mutuelles participent moins, ce qui laisse une marge de 50% du coût aux ménages. C'est pas terrible, hein. Et voilà, dans les pays pauvres, l'État participe très peu, la Sécu, il n'y en a pas, ou pas beaucoup, les ménages font 80% de la dépense et ils ont un petit peu... Donc vous voyez que la différence, ben, quand on est riche, on paye moins que quand on est pauvre. Alors, les dépenses au niveau individuel. Comme pour les accidents de voiture, la solution économique aux dépenses catastrophiques, les accidents de voiture c'est par essence une dépense catastrophique, c'est un mécanisme de mutualisation de la dépense. C'est-à-dire que, comme pour votre voiture, vous payez tous les mois ou tous les ans une assurance de voiture, et c'est la mutualisation de l'ensemble des gens qui payent, comme vous, pour assurer leur voiture, qui fait que quand vous avez un accident, ben, vous pouvez être remboursé quasiment intégralement. Hein. Dans les dépenses catastrophiques de santé,
la même mutualisation de la dépense, via un système de paiement régulier. En France, c'est un prélèvement sur salaire qui va à la Sécu. La Sécu s'appelle la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés. Okay, on voit bien que c'est une caisse de mutualisation. À l'origine, c'est un petit peu changé maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle à cette mutualisation dans les pays en développement? Il y a un énorme secteur agricole, donc qui vend directement ou qui échange par système de troc. Il y a un grand secteur informel, c'est-à-dire le petit commerce non déclaré, la petite commerçante du coin, dans le marché, qui va donner les choses contre du cash. Elle n'est pas déclarée. Il n'y a pas derrière d'organisation qui sait combien elle gagne, qui sait ce qu'elle vend, qui sait... Voilà. La faible capacité contributive des ménages, quand bien même ce secteur agricole ou ce secteur informel pourrait contribuer à une mutuelle, volontairement, elle ne pourrait pas payer beaucoup. D'où l'intervention d'un tiers payeur pour les structures de santé. Alors, 2 modèles de financement du système de santé. En fait, il y en a 3, mais je vous explique tout de suite. Voilà, on schématise le système de santé de la façon suivante. Vous avez d'un côté la population, de l'autre côté des fournisseurs de services. La population paye directement les fournisseurs de services qui, en contrepartie, lui donnent des services de santé. Ça, c'est le modèle de base. C'est ce qui se passait pendant des siècles et des siècles, sachant que voilà, il faut avoir les moyens de payer directement. Alors, on a un peu bougé puisque dans le système précédent, il y avait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait un problème là, dans le paiement direct. Alors, on a imaginé un système qui est celui des National Health Service anglais, sous l'influence de Lord Beveridge, qui était fin 19e siècle. Alors, la population s'adresse à des fournisseurs de services qui lui rendent des services de santé. Mais il y a l'intervention du gouvernement qui touche des impôts de la population et qui, en contrepartie, va donner des subventions ou des salaires aux fournisseurs de services. Donc, ce qui va rester dans ma case ici, soit c'est gratuit, comme en Angleterre, soit je ne paye qu'un reste à charge. C'est-à-dire que les subventions et les salaires ne sont pas tout à fait suffisants et donc il me reste quelque chose à payer. D'accord ? Ça, c'est le modèle anglais. C'est le modèle prôné pendant de nombreuses années par l'OMS. C'est le premier modèle auquel on pense. Dans sa forme initiale, les patients s'adressent à un médecin, à l'hôpital, puis devant les difficultés de paiement des frais de santé, le gouvernement prend le relais avec une subvention au secteur, ou bien prend toute la responsabilité du système. Mais, le gouvernement, le budget de l'État, il doit arbitrer entre de nombreuses dépenses, des dépenses d'éducation, des dépenses des armées, l'investissement économique, c'est-à-dire les routes, les industries prioritaires, par exemple, en ce moment, les chipsets, Et, étant donné le caractère caritatif du secteur de santé, n'oubliez pas la vocation des bonnes sœurs, ça le dessert dans l'arbitrage que doit faire l'État. Et donc, dans la compétition avec les autres dépenses publiques, d'où, très souvent, notamment dans le cas du NHS anglais, un sous-investissement dans la santé. Ce qui veut dire quoi ? Que les subventions et les salaires ne correspondent pas vraiment aux dépenses que les hôpitaux ou les systèmes de santé ont à faire, et donc, on paye moins les personnels, on a moins de médicaments, on a moins de capacité, et puis on attend. Devant l'importance, alors bon, ça c'est en Angleterre c'est notable, mais c'est pas très grave, en partie. Et vous imaginez ce que c'est dans un pays pauvre, et du coup, devant l'importance de la demande, mais j'allais dire des populations favorisées parmi les autres, un secteur privé non régulé, c'est-à-dire sans remboursement,
hein, et donc on revient au premier exemple, hein, où il y avait population, et entre la population et les fournisseurs de services, il y avait le paiement, hein, direct. Donc c'est régulier sans remboursement, c'est aussi qu'il n'est pas régulé dans les qui fait quoi dans le secteur privé. Et ça prend la place dans de nombreux pays. Pour vous citer le Kenya dont je vous citais tout à l'heure, il existe 2 grands hôpitaux universitaires privés au Kenya, et donc quand vous arrivez dans l'hôpital, on vous demande de payer. J'ai l'expérience d'une de mes filles qui rentrait dans un hôpital privé, on nous demandait $2000 de cash d'emblée, hein, avant même d'examiner l'enfant. Alors, voilà, on va compliquer le système. Donc, on retrouve là-haut la population, les patients et les fournisseurs de services, les services de santé qui sont rendus à la population. Et ici, on ne paye que le reste à charge. Okay, et on est passé par un tiers ici, qui s'appelle l'agence de financement, vous l'appelleriez sécurité sociale en France. Donc, la population contribue à cette agence de financement, ok, et en contrepartie, elle est couverte par une assurance. Ça veut dire que quand elle va s'adresser aux fournisseurs de services, elle sait qu'elle n'aura à payer que le reste à charge. Okay, les fournisseurs de services fournissent une facture aux agences de financement qui, en réponse, leur donnent une allocation de ressources. Et vous voyez que le gouvernement ou les corps professionnels, comme le Conseil de l'ordre, n'ont qu'un contrôle comptable sur l'agence de financement et régulent les fournisseurs de services via des autorisations ou des contrôles. Ce modèle a été développé à peu près en même temps que le modèle Beveridge, et il s'appelle le modèle Bismarck, parce que c'est le chancelier Bismarck, celui de la guerre de 14, qui a fondé ce modèle. Et ensuite, un certain nombre de pays, dont la France, hein, ici, assurance maladie, hein, ont suivi ce modèle et le suivent encore. Pratique du modèle, le modèle avec agence de financement n'est pas obligatoirement public. Je vous rappelle que la Sécu, l'assurance maladie française, est une organisation privée ou mutualiste. Hein. Il peut exister plusieurs agences de financement. C'est le modèle des healthcare providers américains, hein, où vous avez votre employeur vous fait adhérer à un healthcare provider, hein, et quand vous changez d'employeur, vous changez de provider, voire de sociétés d'assurance privée, comme ce qui se fait en France, en matière d'assurance complémentaire. Hein, ce qu'on appelle les mutuelles en France sont privées, soit mutualistes, soit directement d'assurance, hein, et elles sont complémentaires à ce que ne paye pas l'assurance maladie. Dans de nombreux pays, seuls quelques groupes sociaux sont bénéficiaires de ces systèmes avec agence, en général les fonctionnaires ou les salariés réguliers d'industrie ou du commerce. Et encore, je rappelle l'importance du secteur économique informel qui fait qu'ils ne bénéficient pas de ce système. Modèle avec agence de financement. Dans un système universel, c'est-à-dire couvrant la majorité de la population du pays, les sommes en jeu sont considérables. En France, en 2019, l'assurance maladie et les mutuelles géraient à peu près 510 milliards d'euros contre un budget de l'État qui était à l'époque, la même année, 330 milliards d'euros. C'est énorme. D'où l'impérieuse nécessité de mettre en place des contrôles comptables stricts dans la surveillance des agences de financement. Donc il y a souvent une agence de contrôle comptable, la Cour des comptes en France et le Parlement. Dans un pays à faible revenu, l'aide internationale qu'on voyait tout à l'heure pour la RD Congo, elle se contenterait de contribuer au financement du modèle, puisqu'il y a un contrôle comptable. Le grand problème international, c'est la corruption et le fait de donner directement à un pays ou à un État de l'argent qui fait qu'il peut être employé à toute autre chose. Alors, un nouveau concept international qui est issu de l'Assemblée générale des Nations unies, donc les 100, je ne sais plus combien, 95 pays,
qui est l'objectif du développement durable. Donc ils ont déclaré plusieurs objectifs du développement rural, je crois qu'il y en a 15, mais il y a un objectif précis qui s'appelle l'ODD 3, qui dit qu'il faut permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Et notamment, dans cet objectif 3, il y a une cible 3.8 de l'ODD 3, qui est faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels, de qualité et à des médicaments essentiels. Donc, vous voyez que c'est un vaste programme, surtout en fonction de ce qu'on vient de dire auparavant. Alors, donc cette couverture sanitaire universelle, elle a deux éléments. La couverture de services, donc elle doit assurer les services toujours en vain, promotion, prévention, traitement, de réadaptation, de palliation. La palliation, c'est la réadaptation et les prothèses, entre guillemets, pour handicapés. Meilleur résultat dans cette couverture du service, le traitement antirétroviral qui est passé de 2% en 2000 à 54% en 2016, ou la moustiquaire imprégnée qui est un dispositif qui permet d'éviter le paludisme, qui est passé de 1% en 2000 à 54% en 2016. Protection financière, donc couverture des services, protection financière. Alors, on calcule l'indice des dépenses de santé catastrophiques en fonction du montant total du revenu du ménage, et on utilise deux critères. C'est quand les dépenses catastrophiques sont supérieures à 10% du revenu, et quand les dépenses catastrophiques sont supérieures à 25% des revenus. Donc vous voyez, dans le monde, 808 millions de personnes, c'est-à-dire 12% de la population mondiale, ont engagé des dépenses supérieures à 10% des revenus du ménage, et 179 millions, parmi ces 808, c'est-à-dire 2,5%, 6% de la population mondiale, ont engagé des dépenses supérieures à 25%. Vous voyez que c'est considérable, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, couverture sanitaire universelle et soins de santé primaire. Les soins de santé primaire servent de base à la couverture sanitaire universelle. Comme vous voyez tout à l'heure, politique, c'est soins de santé primaire. Ils donnent accès de façon universelle et intégrée dans les espaces fréquentés au quotidien à tout l'éventail des services et de produits de qualité. Les services de soins de santé primaire permettent de mettre en place la plupart des interventions essentielles en matière de couverture sanitaire universelle, et l'utilisation d'une approche intégrée, on verra ça avec soins de santé primaire, permet de réaliser des économies significatives. Voilà.